Bon, chers amis, nous sommes maintenant au début de notre table ronde, qui est une table ronde virtuelle, mais très importante parce que cette année particulière, nous ne pouvons pas nous joindre au festival à Voronezh, mais c'est plus que jamais très important de se rencontrer comme ça virtuellement pour le développement de nos relations franco-russes dans le domaine de la culture, de la biologie et bien sûr dans le domaine des jardins, ce de quoi on va parler aujourd'hui. Et on va essayer de discuter de tout ça avec nos traducteurs et avec les participants russes. Donc je vais donner la parole maintenant à la princesse Marisol de la Tour de Verne, la vice-présidente de Fondation Parcs et Jardins de France, et celle sans qui toutes ces relations n'auraient jamais atteint ce stade très important qu'on va célébrer pendant notre table ronde parce qu'on arrive à quelque chose de très intéressant. Chère Marisol, c'est à vous. Merci beaucoup, Anna. Eh bien, mes chers amis, je suis très heureuse d'avoir cette occasion de me retrouver comme si j'étais à Voronezh, dont j'ai gardé de si beaux souvenirs, et de parler avec toutes ces autres personnalités importantes du domaine des jardins. Et je vais évoquer ce qui s'est passé au sein de la Fondation des Parcs et Jardins de France dans les développements culturels avec la Russie. Je dirais pour commencer, pour mémoire, que la France possède une grande tradition de jardin qui a connu évidemment son sommet au XVIIe avec les jardins françaises et si connue par Versailles, bien sûr. Mais cette tradition s'est continuée et renouvelée jusqu'en 1914, début de la Première Guerre mondiale. Et ces deux guerres mondiales, celle de 14-18 et celle de 39-45, ont stoppé cet élan, car l'accent a été mis sur la restauration des monuments et du coup les jardins et les parcs en ont souffert. Mais heureusement, dans les années 1970, un grand besoin de retour à la nature s'est manifesté. Et du coup, il y a eu un vrai renouveau d'intérêt pour les jardins en France. Et on peut dire que depuis ce moment-là, la France est à nouveau un grand peuple de jardiniers, je le dis avec plaisir et orgueil, et que nous avons aussi retrouvé notre rôle de création de jardins et de transmission de savoir-faire, ce qui est si important. La Fondation des Parcs et Jardins de France s'inscrit très évidemment dans ce contexte. Son but est de remettre l'art des jardins au niveau des arts majeurs, de restaurer, préserver et développer les parcs et les jardins français et de mieux les faire connaître en France et dans le monde. Et c'est ce qui nous amène maintenant à l'action de la Fondation en Russie. En Russie, le rôle de la Fondation a commencé en 2010, à l'occasion de l'année France-Russie, lorsque Édouard de Lumley, directeur de l'Institut français de Saint-Pétersbourg, m'a demandé de venir comme conseil pour la création de jardins français au Festival des Jardins impériaux de Saint-Pétersbourg, où ont été créés 2 jardins, reproduction des éléments du jardin de Villandry, et l'autre, un très beau jardin contemporain de Chaumont. En fait, cette création de jardin français a rencontré un grand intérêt des visiteurs, mais aussi a suscité l'intérêt des médias. La télévision nationale a plusieurs fois parlé ou interviewé les uns ou les autres de nos participants à ce festival, et il y a eu beaucoup d'émissions de radio et de la presse. Donc, c'était un démarrage extrêmement encourageant pour aller plus loin dans ce développement de liens culturels avec si autour des jardins. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs axes de développement et bien sûr ces développements passaient par la connaissance et la rencontre de spécialistes.
Alors, je vais vous citer quelques développements, quelques programmes de voyage, organisations de voyage qu'il y a eu. Des experts du patrimoine et des jardins russes sont venus en France pour rencontrer leurs homologues responsables de grands jardins en France. Les organisateurs du festival sont venus aussi pour rencontrer des spécialistes de jardins et des responsables de jardins publics ou privés. La directrice de Tsarkoye-Selo est venue pour rencontrer des acteurs importants du patrimoine français ou des jardins en France. Et puis, Oleg Rychkov, le directeur, l'ancien directeur, parce qu'il a maintenant changé de position, l'ancien directeur de l'agence d'exploitation des monuments historiques russes est venu pour étudier des échanges et un partenariat possible avec Chantilly dans le cadre de la restauration des écuries de Peterhof. Et il a fait un travail magnifique sur ces tout aussi magnifiques écuries de Peterhof, non seulement en restaurant, mais en ramenant la vie et l'utilisation des lieux de façon à apporter une solution financière valable à cette restauration. Et puis, nous avons organisé aussi, bien sûr, des voyages en Russie pour des spécialistes et propriétaires de jardins français, membres de l'Association des parcs et jardins de France. Et cela a été absolument passionnant. Les grands jardins impériaux nous ont reçus comme si nous étions des membres d'État et ont tiré, si je puis dire, le tapis rouge pour nous accueillir magnifiquement tous. Et tous les participants en ont gardé un souvenir émerveillé. Alors maintenant, je vais parler plus spécifiquement de ce qui s'est passé en Russie. En 2012, il y a eu la création de l'association Historic Gardens des parcs et jardins de Russie, qui a été créée pour fédérer de nombreux jardins attenants, faisant partie de musées nationaux importants en Russie, et pour pouvoir les représenter en face des autorités politiques, gouvernementales ou régionales. Sa présidente est Olga Taretinova, qui a tout de suite soutenu ce projet. Nous nous sommes rencontrés tous ensemble un certain nombre de fois à Tsarkoye-Selo, et c'est là qu'a été signée la fondation de cette association qui maintenant regroupe vraiment des jardins importants en Russie et qui est appelée à se développer plus et plus. Il y a eu un autre aspect tout aussi passionnant, la création de jardins dans le cadre de festivals de jardins avec les paysagistes français, dans le cadre en effet du festival des Imperial Gardens de Saint-Pétersbourg, qui nous a accueillis plusieurs fois pour la création de jardins avec de très bons paysagistes français. Le Moscou Flower Show, qui est dirigé remarquablement par notre chère Karina Lazareva. Mais je reviens une seconde sur l'Imperial Gardens de Saint-Pétersbourg, qui a été pendant des années dirigé tout aussi remarquablement par Olga Chertontseva, que nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure. Bon, ma liste d'activités, d'actions continue, avec aussi le rôle très important, éducatif, de participation à des colloques. Et de nombreux colloques russes ont accueilli des spécialistes français, historiens ou spécialistes de jardin. Alors, ces colloques, eh bien, je vais vous en citer un certain nombre. Tsarkoye-Selo, Gatchina, le Moscou Flower Show, Tsaritsino, Voronezh, Yasnaya Poliana, Rostov-le-Don, Vologda, et je termine par le Forum culturel de Saint-Pétersbourg, auquel je rends un hommage très grand, parce qu'il joue un rôle d'échange d'idées, non seulement avec tous les acteurs de la culture en Russie, mais avec régulièrement des invités de différents pays internationaux. Et donc, ce forum est important, comme les autres le sont. Mais dans le cadre de ce forum, qui est suivi chaque année par le président Poutine, j'ai eu le plaisir et l'honneur
de rencontrer le président Poutine à plusieurs reprises. Et j'ai pu, j'espère, en lui parlant, susciter un intérêt supplémentaire de sa part pour les jardins. Alors, je vais terminer par d'autres actions que nous avons eues en France vers la Russie. Des stages de formation pour la restauration de jardins historiques, pour des paysagistes, pour des amateurs et pour des amateurs aussi, mais surtout pour des responsables municipaux de villes russes. Et à plusieurs reprises, nous avons pu attribuer des bourses. Alors, la dernière chose dont je parlerai est l'organisation d'expositions qui ont été organisées en partenariat avec Historic Gardens, cette association des parcs et jardins russes, sur des peintres de plein air russes venus en France, exposés dans les grands monuments de Russie, et sur des peintures de plein air faites par des Français ayant été dans des grands jardins impériaux russes. Et donc c'était très intéressant cet échange de regards de Français sur la Russie et de Russes sur la France exprimés dans leurs peintures. Et il y avait vraiment des œuvres de qualité. Donc, développement intéressant de notre action. La dernière chose que je vais signaler, qui était très intéressante aussi, eh bien nous avons online, puisqu'il n'y avait pas le choix de faire autrement, pendant le confinement du Covid-19, organisé avec Karina Lazareva, le Moscow Flower Show, des conférences portant sur 10 grands jardins français. Donc cet échange a continué et se poursuit aujourd'hui avec un événement que je trouve merveilleux, ce rapprochement de 2 jardins, un russe, un français. Ils ont tous les 2 la qualité commune d'être beaux, d'être dirigés par des gens passionnés et en plus d'avoir une histoire ancienne très intéressante. Je dirais, le Palais Ramon à Véronège a eu les princes de Lembourg qui lui ont apporté tout un lustre extraordinaire. Et puis, le Jardin du Rivaux a connu des personnages très importants, tels que Charles VII, qui est venu, Jeanne d'Arc, notre grande héroïne française, sainte. Et donc, je terminerai sur ce jumelage qui vraiment formalise les liens d'amitié que nous voulons vraiment développer, malgré les politiques parfois difficiles, entre la France et la Russie. Voilà. Chère Marisol, merci beaucoup pour ce récit très important pour vraiment faire comprendre à nos auditeurs, nos spectateurs, à quel point les relations franco-russes ont vraiment grandi dans les 10 dernières années, à partir de 2010, donc le rapprochement des jardins. Et effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jour d'aboutissement de cette relation parce qu'il y a un jumelage qui va se faire entre les 2 jardins auxquels on va. Donc maintenant, je vais demander aussi, donc je vais vous présenter Marisol de la Tour d'Auvergne qui est vice-présidente de la Fondation Parcs et Jardins de France et qui a énormément œuvré pour que ces relations franco-russes puissent se développer et elle va nous en parler aujourd'hui. Nous allons entendre Karina Lazareva qui est de Moscou aussi énormément œuvré pour les rapprochements de nos 2 cultures de jardin, de nos spécialistes. Voilà, donc Karina Lazareva qui va ensuite reprendre la parole après Madame de la Tour d'Auvergne. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir ici François Bonneau. C'est un grand honneur d'accueillir président de région Centre, Val-de-Loire, qui a accepté de participer dans le cadre de ce rapprochement de 2 régions et qui nous parlera aujourd'hui du soutien de l'État vis-à-vis des soutiens de la culture et du patrimoine français. Nous avons aussi, voilà, il faudrait présenter M. Didier Wild, directeur de l'Institut européen de jardin et de paysage, qui est également aussi avec nous aujourd'hui. Et je voudrais aussi
parce qu'il a aussi pendant très longtemps soutenu l'action de Fondation de Parcs et Jardins et c'est pour ça que ces relations commencent à prendre forme. Je voudrais aussi présenter Monsieur Guillaume Henrion, qui est aussi, merci de nous avoir, qui est le président de l'association Parcs et Jardins, du comité de Parcs et Jardins de Région Centre. Je crois que pour lui, ça va être la première participation en Russie, donc il va nous raconter aussi sa vision de partenariats internationaux. Maintenant, je pense que j'avais présenté tous nos participants de notre première partie et je passe la parole à Karina Lazare, qui va pouvoir nous raconter sa vision de notre partenariat qui grandit d'une année sur l'autre. Bonjour, chers amis, bonjour, mesdames et messieurs, chers participants, chers invités à cette table ronde. Il est ravissant de constater que malgré toutes les difficultés, nous continuons nos échanges, notre amitié, notre coopération. Nous pouvons voir déjà les fruits de cette activité commune. Tout d'abord, je tiens à remercier Princesse Marisol de la Tour d'Auvergne pour son apport énorme qu'elle a fait depuis plusieurs années. Sa coopération avec la Russie vise à créer des liens d'amitié et de coopération entre nos pays, nos spécialistes entre les jardins et les parcs, car vraiment, c'est un bon moment de coopération. Cela fait plus de 7 ans que nous travaillons avec Marisol, nous sommes tout à fait heureux. Je veux dire que les fruits du travail que ces 7 ans de coopération nous portent doivent être estimés hautement, car en Russie, le domaine de jardinage est assez jeune. C'est-à-dire que le patronage de la part de la Fondation, de la part de la princesse, nous aide à former nos experts de jardinage et des parcs. Je veux citer quelques chiffres. Pendant 7 ans de notre coopération, plus d'1 million de personnes ont découvert l'activité de la Fondation des Parcs et Jardins de France. Ils ont appris le travail de cette fondation. Ils ont découvert des jardins et des parcs de la France. C'était la couverture médiatique que le festival nous a offert. Quand je parle du festival, j'évoque Moscow Flower Show, mais aussi le festival à Voronezh qui fête ses 10 ans cette année. Maintenant, c'est le festival remarquable dans le cadre duquel notre conférence en ligne se déroule. Il s'agit aussi d'un nouveau festival qui se déroulera à Tsaritsino. Ce sera le festival des jardins historiques. Et je veux aussi noter l'importance de cette réunion qui se tient dans le contexte d'un nombre de réunions consacrées à des problèmes de jardinage et des paysages. Ces réunions nous permettent de découvrir la culture jardiniers de la France, de partager de nos idées, de nos expériences. Toutes ces réunions se déroulent annuellement. Même cette année-ci, malgré toutes les difficultés et tous les obstacles auxquels nous faisons tous face, je veux remercier Marisol, je remercie tous les participants de nos réunions en ligne qui se sont quand même déroulées. Il y a quelques mois, on a participé à des conférences qui se sont déroulées pendant le pic du confinement. Je crois que c'était
l'inspiration pour tous les amateurs des jardins et des paysages, pour tous les experts qui vont regarder nos projections en ligne. Son travail énorme. J'espère que nos relations se continueront, qu'ils se consolideront. On a beaucoup de projets pour les mois à venir. Nous espérons que nous nous verrons pas seulement en ligne, mais en personne aussi. J'espère que nous visiterons bientôt les chefs-d'œuvre d'art de jardinage des paysages, que nous pourrons avoir de nouvelles connaissances. Je suis sûre que nous pourrons appliquer tout cela en Russie, au développement des jardins en Russie. Je suis sûre que nous verrons un nombre d'événements très intéressants. Je crois que notre forum nous permettra de fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles tendances qui nous attendent les mois et les années à venir. Merci encore à Marisol et aux collègues russes, aux collègues français pour leurs dons généreux, pour leur ouverture, pour leur amour envers notre pays. Merci beaucoup, Karina. C'est très intéressant de voir vos visions justement pendant cette coopération qui a été développée pendant plusieurs années avec Marisol de la Tour de Verne, les deux visions franco-russes et qui est le but de notre table ronde. J'ai le plaisir de passer la parole à M. François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, qui a accepté de nous parler du rôle de l'État dans le soutien et restauration du patrimoine culturel en France et aussi évidemment de perspectives de relations franco-russes et de possibilités de coopération avec la région de Voronezh dans la période de l'année de coopération interrégionale. Très heureux de participer à cette table ronde qui parle d'un partenariat très direct entre l'initiative publique et l'initiative privée pour les jardins. Oui, initiative publique, privée pour les jardins, c'est la réalité de la région que je préside en France, en Centre-Val de Loire. C'est une réalité particulièrement fertile puisque plus de 700 jardins sont remarqués, plus de 30 jardins remarquables, plus de 30 jardins remarquables à l'échelle de notre région. Et ces jardins souvent articulés avec la vie de nos villages, avec la vie de nos villes, avec nos sites touristiques majeurs. En Centre-Val de Loire, nous avons, grâce à l'engagement extraordinaire, et je pense notamment à l'engagement de Madame de la Tour d'Auvergne, je pense à l'engagement de Patricia Legnaud au château du Rivaux, nous avons vraiment des acteurs qui prennent des initiatives merveilleuses et qui articulent, qui mettent en valeur un patrimoine artistique, un patrimoine culturel extraordinaire avec le jardin. Le jardin qui est à la fois une des médiations pour aller vers le patrimoine historique bâti, mais qui n'est pas qu'un chemin vert, qui est en lui-même quelque chose qui correspond vraiment à la passion de nos concitoyens, une passion grandissante. Dans cette région Centre-Val de Loire, nous avons mis le jardin comme un élément de création. On le met avec le Festival international des jardins de Chaumont qui réunit chaque année plus de 30 artistes qui viennent réaliser un jardin au pied du château dans ce magnifique espace de Chaumont. Nous avons, grâce à cela, un public international qui grandit. Nous avons sur les châteaux privés, sur les lieux privés, beaucoup de choses qui se développent partout sur le territoire. Vous l'illustrez très bien, Madame de la Tour d'Auvergne. Et je voudrais aussi dire que sur des châteaux moins connus, comme le château de la Bussière dans le Loiret, etc., nous progressons aujourd'hui. Et les jeunes, parce que c'est important d'y penser, les jeunes, par le choix, École du paysage à Blois,
mais aussi toutes les formations qui sont les formations d'aménagement des jardins. Les jeunes, aujourd'hui, viennent de plus en plus nombreux pour acquérir ces compétences, ces passions, ces capacités de création, mais aussi pour nous assurer que nous serons demain au meilleur niveau pour que nos jardins, nos paysages, nos châteaux soient vraiment des sujets de grand intérêt artistique au niveau international. La région Centre-Val de Loire, c'est la Loire. C'est la Loire et ce sont de magnifiques rivières. C'est la Loire, ces paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, nos très belles rivières et de très beaux villages qui vivent en articulation avec cet élément historique de notre patrimoine naturel. Eh bien, la Loire a été, à travers les siècles, depuis la Renaissance notamment, la Loire, ses châteaux, etc., a été un élément d'organisation, de cristallisation. Et à partir de ça, nous avons des développements dans tous les domaines. Auprès des châteaux, bien évidemment, mais aussi auprès des très belles demeures, du XVIIe, du XVIIIe, qui développent des châteaux. Je pense à l'arboretum de Poulaine, par exemple, qui, dans un territoire qui est un territoire du Berry, offre vraiment une visite, une découverte pleine d'émotions, mais aussi une découverte pleine d'intelligence. Les arboretums aujourd'hui, arboretum des Grandes Bruyères dans la forêt d'Orléans, arboretum des Bars, qui est historique avec la famille Villemorin, internationalement connue. Ces arboretums portent également la marque de l'intérêt scientifique que nous apportons à cela. Il faut que nous poursuivions l'intérêt scientifique. Pourquoi ? Eh bien, c'est à partir de cela que nous arrivons à soutenir la création d'aujourd'hui. Entre la connaissance, la prise en compte de notre histoire et la création d'aujourd'hui, tenons ce lien. Si bien que nos jardins portent une grande intelligence parce qu'ils disent l'environnement, ils disent la préservation de la diversité botanique et végétale, et ils disent en même temps le beau et la création, ils disent l'émotion. Donc cette table ronde, pour nous, importante, parce qu'elle est au cœur des priorités, elle est au cœur de l'ADN de notre région Centre-Val de Loire, et elle nous ouvre, je terminerai par ça, à une coopération. L'art des jardins, c'est la possibilité, comme on le fait dans ce festival, la possibilité de croiser des savoirs, la possibilité de rencontrer des artistes, la possibilité de découvrir des cultures qui sont les cultures d'autres pays. Le jardin est une médiation parce qu'il porte des valeurs qui sont des valeurs complètement universelles. Et nous avons la possibilité d'entendre M. Didier Wirth, directeur de l'Institut européen des jardins et de paysages, qui a déjà pas mal d'expérience de coopération avec la Russie. Et je vous passe la parole, M. Wirth, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bravo d'avoir organisé cette réunion. Et toutes mes félicitations à Marisol pour son activité avec la Russie. Marisol de la Tour d'Auvergne a réussi à développer un courant d'échange et une coopération véritablement profonde sur le domaine des jardins entre la France et la Russie pendant les 10 dernières années. Et ça a été un travail remarquable. J'ai commencé à m'intéresser au problème des jardins en 2003. Jean Guéroux m'a confié la présidence de la Fédération des parcs et jardins de France. C'est une fédération qui s'appelle le CPJF, Comité des parcs et jardins de France, et qui réunit toutes les associations de jardins à travers la France, organisées en général par région, quelquefois par département. Et nous avons eu la chance à ce moment-là d'avoir un ministre qui s'appelait Jean-Jacques Ayagon et qui a bien voulu suivre nos propositions et d'abord organiser un conseil national des parcs et jardins qui réunissait
les fonctionnaires d'État des différents ministères et toutes les associations de parcs et jardins 3 ou 4 fois par an pour discuter des législations et des meilleures manières de préserver et de développer les jardins. Ce Conseil national a malheureusement été arrêté il y a maintenant 5 ans et il serait vraiment bon qu'on le reprenne. C'est un budget très faible, mais c'est une occasion d'échange sur un problème très compliqué qui est de maintenir en vie être vivant et de transformer, d'associer en même temps la pérennité historique et le côté vivant du jardin. La deuxième chose, ça a été de remarquer que justement dans la liste des monuments historiques qui avait été établie par l'État français, au début avec l'aide des fonctionnaires du ministère de l'Équipement, c'est-à-dire du territoire, et puis ensuite avec le ministère de l'Environnement, et seulement finalement à partir de 2000 avec le ministère de la Culture. Et c'est véritablement à l'intérieur du ministère de la Culture que les jardins doivent être gérés. Et cette liste de jardins historiques contenait 2000 lieux qui avaient effectivement été l'emplacement de jardins historiques importants. Mais sur les 2000, il y en avait à peine 10% qui étaient encore véritablement des jardins en vie, des jardins beaux, agréables à visiter et qu'on pouvait signaler aux touristes étrangers. Et ça a été donc l'occasion de créer le label Jardin remarquable, par lequel l'État donnait, non pas pour une année permanente comme un label monument historique, mais seulement pour une durée de 5 ans, et seulement dans la mesure où le propriétaire ne changeait pas. C'était un label qui était véritablement un label donné au couple responsable du jardin et jardin. Et ce label Jardin remarquable aujourd'hui a pris une ampleur et il est très bien administré de manière régionale avec des jurys qui font très attention à la qualité des jardins et aux critères de visite et d'ouverture, d'entretien. Et donc, ce label, justement, reprend à peu près 200 jardins classés monuments historiques et presque autant de jardins qui ne sont pas classés monuments historiques parce qu'ils sont relativement récents, mais qui sont des jardins admirables à visiter. Évidemment, ce label n'est donné qu'à des jardins qui acceptent de s'ouvrir au public, parce que ça n'a pas de sens de signaler au public un jardin qui ne veut pas s'ouvrir. Et la troisième activité qui a été développée avec le ministère a été de créer une journée des jardins qui s'appelle Rendez-vous au jardin et qui a été fixée au premier week-end du mois de juin et qui est en train de se diffuser à travers l'Europe pour faire, comme les journées du patrimoine en septembre, une journée des jardins au mois de juin. Donc, de ces 3 activités ont découlé une forte coopération avec l'État français et avec les régions de la part des propriétaires de jardins et des associations. Ces associations étaient évidemment relativement mal financées et c'est pourquoi on a créé en 2009 une fondation des parcs et jardins de France pour faire appel à la générosité des publics. Et je la préside maintenant depuis cette date. Et nous avons au début été abrités par la Fondation du patrimoine, que je remercie encore. Et nous sommes aujourd'hui abrités d'une manière très efficace par la Fondation de France. Marisol a bien voulu accepter la vice-présidence. Je l'en remercie encore. Et je préside cette fondation maintenant
depuis 2009 et nous avons levé plus de 2 millions d'euros uniquement par des dons de personnes privées. Nous n'avons pas du tout contacté de sociétés. La fondation, j'ai commencé la fondation en 2009 pour essayer d'avoir un peu de ressources financières pour toutes ces activités. Et nous avons organisé un premier établissement de cette fondation à l'abri de la fondation du Patrimoine avec son aide. Et ensuite, nous sommes passés à la Fondation de France, qui est un excellent partenaire pour la Fondation Jardin de France. Donc, cette fondation a levé déjà pour plus de 2 millions d'euros de dons de personnes privées à travers la France, quelquefois des Européens, mais uniquement des personnes privées qui se passionnent pour le jardin et qui veulent aider les activités de la Fondation. Les activités de la Fondation, c'est essentiellement de diffuser la connaissance des parcs et jardins de France à travers le monde et en particulier en Europe. Aussi de développer auprès des Français la connaissance et l'amour de l'art du jardin. Donc à la fois une activité à caractère un peu touristique, mais aussi une activité fortement culturelle pour rétablir le statut de l'art du jardin à égalité avec l'art de l'architecture. Dans ce contexte-là, la coopération avec la Russie est très importante parce que vous êtes de très longue date un partenaire éminent de l'art du jardin en Europe, avec une collaboration qui vous menez vers l'Écosse, l'Angleterre, l'Italie, la France et l'Autriche et l'Allemagne. Donc toutes sortes d'influences européennes qui ont été reprises et amplifiées par la Russie. Cette activité de protection des jardins historiques est évidemment toujours délicate parce que le jardin est un être vivant et périssable et que quelquefois la manière de l'entretenir peut le détruire. En particulier, si on développe trop l'entretien mécanique dans les grands jardins, on finit par complètement l'atmosphère du lieu et on n'est plus dans un jardin, mais dans une espèce de grande usine agricole qui taille, qui coupe, qui plante et qui ramasse les feuilles avec des bruits d'appareils terribles. Je suis tout à fait partisan de faire une grande réunion sur la manière de bien entretenir un jardin historique pour presque le faire avec les anciennes méthodes historiques, de manière à ce que ce ne soit pas seulement le jardin, mais la façon de l'entretenir qui conserve les traditions. Il est important de ne pas transformer les jardins historiques en Disneyland. Et c'est vraiment le point le plus important pour que le public continue à ressentir que le jardin est un art et pas un espace vert. C'est tout le souhait que je peux former pour les jardins historiques européens dans les années qui viennent. Parce que je pense que le public va les visiter de plus en plus et qu'on va donc se retrouver dans de graves problèmes de saturation du public. Vous m'entendez? Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier Wirtmüller. Et c'est très intéressant votre proposition de réunir les spécialistes sur la façon d'entretenir les jardins historiques. Je pense que c'est une thématique que beaucoup a été discutée en Russie lors des différentes réunions des spécialistes aussi de l'association des jardins historiques créée avec un petit peu l'inspiration qu'a insufflé l'action
Marisol de la Tour de Verne. Donc, je pense que c'est très important. Je voulais aussi vous poser la question parce que je sais qu'avec l'Institut européen des jardins, vous avez, lors de notre dernière conférence autour de Moscow Flower Show, souhaité qu'il y a plus de coopération qui se passe avec les jardins russes. Des exemples, est-ce que vous avez des pays avec lesquels vous coopérez et que vous récupérez les archives, les digitalisations se passent bien? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça? Il faut passer la parole à Didier pour qu'il puisse répondre. Nous avons une base de données où nous regroupons dans l'Institut, la base de données de l'Institut européen, et le site est ouvert au public. Nous regroupons actuellement 28 000 jardins à travers l'Europe, qui sont français, portugais, anglais, belges, italiens, hollandais, allemands qui commentent. Et nous sommes en pourparlers actuellement avec les Autrichiens, avec les Hongrois, avec les Slovènes. Le site a vocation à regrouper les jardins d'Europe en juxtaposant des bases de données qui doivent rester actives et vivantes parce que le monde des jardins change sans arrêt. Donc, il est important que chaque pays conserve la maîtrise de sa base de données dans sa langue nationale. C'est évidemment un peu compliqué de gérer une base de données qui va être à terme avec une vingtaine de langues différentes. Et le seul moyen de les réunir, c'est d'avoir des mots-clés qui sont traduits dans toutes les langues du site et qui permettent de chercher à travers les jardins européens. Mais c'est en tout cas un merveilleux outil pour se rendre compte de l'importance des jardins à travers l'Europe. Merci beaucoup Didier Wirth. Et voilà, je pense que si vous voulez, c'est un travail de longue haleine, comme on dit en français. C'est passionnant ce que nous attendons de la Russie, c'est un inventaire digital avec photographie de l'ensemble des jardins de Russie. Merci beaucoup. Voilà, on va essayer de trouver les volontaires qui vont pouvoir se réunir autour de ce projet de la part de la Russie et enrichir la base. Voilà, c'est bien sûr pour plusieurs années, mais c'est important de commencer à en parler. Voilà, merci beaucoup. Il est tout à fait normal que ça dure 5 à 10 ans. C'est un travail gigantesque dans chaque pays. Par exemple, l'inventaire des jardins de la Suisse comprend actuellement 17 000 jardins. On n'a pas voulu le prendre tel quel parce qu'il est trop détaillé. Il y a trop de petits jardins, c'est trop. Mais c'est intéressant de voir comment les différents pays traitent la question. Tout à fait. C'est vraiment passionnant parce que c'est ça qui naît dans les échanges, dans les tables rondes comme c'est celle qu'on organise aujourd'hui. Et petit à petit, voilà, les relations se tissent et comme ça, cette base de données deviendra de plus en plus accessible pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, nous avons maintenant donc le moment pour entendre M. Guillaume Henrion qui va représenter une autre structure complètement dédiée au jardin et ainsi nos spectateurs vont pouvoir comprendre à quel point le réseau des spécialistes des jardins, du patrimoine est large en France, qui est très bien structuré. Il y a les structures privées, les structures nationales, les structures régionales. Et donc, M. Guillaume Henrion représente une structure régionale, donc il va parler du rôle de son comité de parcs et jardins et aussi de partenariat, parce que nous sommes ici dans le cadre de projection de partenariat franco-russe, mais ce n'est pas le premier partenariat pour la région centre. Donc, nous attendons avec ce thématique très intéressant pour nos spectateurs. Bonjour et merci beaucoup. Donc effectivement, je préside l'association des parcs et jardins de la région centre Val de Loire.
qui a été créé il y a maintenant bientôt 30 ans à l'initiative de propriétaires de parcs et jardins qui ressentaient le besoin, à un moment où ce sujet commençait à intéresser à nouveau les Français, de vouloir découvrir tout ce que notre région pouvait posséder comme richesse de parcs et jardins. Le conseil régional de notre région, Centre-Val de Loire, a très vite été sensible à l'idée qu'il fallait effectivement faire un inventaire de l'ensemble des parcs et jardins. Et ça a été le premier travail qui a été confié par la région, donc la structure publique, à notre association des parcs. Et cet inventaire continue de nos jours. On continue à travailler dessus, à le réactualiser. Et nous avons à peu près, Yévi parlait de la richesse parfois de certains lieux. Notre inventaire comprend 300 parcs et jardins qui sont inventoriés, avec des degrés d'inventaire plus ou moins riches, suivant la grandeur et la qualité des parcs et jardins, mais nous essayons de mener un travail et de le maintenir à jour. Notre association mène également différentes tâches qui sont pour nos adhérents la formation. Nous avons également, nous travaillons également avec le Festival international des jardins de Chaumont, où notre association a contribué à la création de ce festival à ses débuts. Et nous continuons à siéger dans ce festival et nous continuons à y travailler avec eux, même si c'est une immense structure qui collabore avec le monde entier, car le festival ouvre ses portes à tous les créateurs du monde et chaque année, il y a une richesse immense de créateurs et d'artistes qui viennent présenter leur jardin, leur création dans ce cadre-là. Et c'est un succès très important car maintenant Chaumont-sur-Loire, qui est le festival des jardins, accueille jusqu'à 500 000 entrées par an de visiteurs. Et donc c'est un plaisir pour nous de continuer à travailler aux côtés du festival. Notre région étant jumelée avec différentes régions dans le monde, nous avons particulièrement un jumelage avec l'Allemagne et le Land qui est jumelé avec nous gorge d'une grande richesse de parcs et jardins et nous avons mis en place un travail sur le long terme parce que le jumelage c'est quelque chose de compliqué et nous avons essayé de développer petit à petit une qualité de travail entre le Land de Saxe-Anhalt et notre région car dans ce Land allemand il y a notamment le très fameux jardins et parcs de ça. Et nous avons depuis bientôt 15 ans entrepris un travail qui avance d'une manière intéressante, même si elle est lente. Et nous avons également un jumelage avec la Pologne, nous avons également fait un travail avec la Lituanie. Voilà, ce sont des choses qui, à l'échelle d'associations comme la nôtre, nécessitent beaucoup de bénévolat. Et en même temps beaucoup de volonté de faire des choses parce que même si notre association a beaucoup de chance parce que le conseil régional nous soutient financièrement, nous avons un budget et nous essayons dans le sein du budget de consacrer ce que nous pouvons pour avancer sur ces sujets. Pour terminer, dans les choses que nous avons voulu mettre en œuvre dans notre association, nous avons créé un petit projet soutenu par beaucoup de gens, notamment la Fondation des Parcs et Jardins de France, qui s'appelle Mémoire du futur. Parce que c'est pas face à vous que j'ai besoin d'expliquer qu'un jardin ne vit que parce qu'il y a des êtres humains derrière. On sait très bien que les jardins se sont créés à volonté de femmes et d'hommes qui ont voulu bâtir des lieux autour des thématiques du jardin, alors que ça soit plus une thématique mythologique ou autre, ou bien par la passion de la botanique, ou bien par la passion simplement de faire vivre un jardin.
Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'il serait intéressant de faire vivre un projet de film autour des créateurs de ces jardins, de pouvoir les entendre expliquer la raison pour laquelle ils ont voulu mettre en œuvre un jardin, pourquoi ils l'ont fait vivre et quel est le regard qu'ils portent sur leur création et sur le futur. Donc ça, c'est un outil que nous avons mis en route et que nous continuons à développer. Nous lui avons de plus en plus de volonté de liberté, parce qu'au début, nous avions essayé de créer un cadre assez structuré, et maintenant, nous essayons de lui apporter un regard beaucoup plus tranquillement libre. Voilà. Et on peut trouver ces films sur notre site internet, celui des parcs et jardins de la région Centre, et ça permet de regarder des gens parler de leur œuvre. Et vu que Marisol de la Tour d'Auvergne a son propre jardin dans notre région, on voit aussi très bien ce qu'est sa création, et c'est intéressant de voir le regard que chacun porte sur ce que sont les parcs et jardins. Voilà, donc nous avons essayé de travailler dans des directions extraordinairement variées, et c'est un vrai bonheur de découvrir aujourd'hui que le Rivaux a envie de participer à un jumelé avec un jardin en Russie. C'est un très bel aboutissement que ces expériences humaines, que ces envies de partage et richesse, parce que les femmes et les hommes qui sont derrière vont sortir toujours grandis. Et pour terminer, notre région a la chance d'avoir énormément de patrimoine, dont de patrimoine jardin. Et c'est vrai qu'en plus de Chaumont, où il y a le festival international, nous avons dans notre région également le château de Chambord, et depuis peu la reconstitution de ces jardins. Et aussi, c'est un lieu de partage et de jumelage, étant donné que le château de Chambord est jumelé avec la Chine. Et ça permet d'avoir un certain nombre d'échanges autour de ce thème jardin, de se rendre compte qu'il y a un point commun, c'est la nature. Après, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut créer autour de la nature et des jardins est immense, varié, et en même temps bâtit quelque chose d'important pour les humains. Voilà. Merci beaucoup à Marion. Je voulais justement un petit peu préciser donc, pour nos auditeurs, donc votre association donc, réunit des propriétaires et des directeurs des jardins centres, y compris privés, publics. Et donc vous pensez que ce partenariat qui est en train de se créer avec Rivaux et Ramon pourrait avoir des suites? Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres jardins qui pourront aussi s'intéresser à cette coopération? Est-ce qu'il y a déjà des précédents? C'est-à-dire qu'il y a les précédents au niveau de grands, comme vous dites, si vous voulez, le jardin de Chambord, c'est une grande institution nationale, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres initiatives comme ça? Est-ce que quelque chose, ça peut vous inspirer? Alors, on a vu depuis un temps des volontés de rapprochement. Très honnêtement, ce dont on se rend compte, c'est que les parcs et jardins qui appartiennent à des structures État ou des collectivités locales, parce que nous avons des jardins qui appartiennent à des départements, il y a Chaumont qui appartient à la région Centre, il y a des jardins qui appartiennent à des communes. On se rend bien compte que c'est compliqué pour eux de partir dans ces projets de jumelage, parce que c'est des structures qui sont lourdes à gérer. Et quelqu'un comme Patricia Legnaud qui porte et a su recréer totalement le jardin du Rivaux, il est vrai que c'est plus facile, même si c'est lourd à porter, de créer des jumelages entre des structures privées et d'autres jardins à travers le monde. Et les quelques expériences qui existent sont pour nous dans la région Centre-Val de Loire plutôt peu nombreuses, plutôt intéressantes, et la plupart du temps uniquement privées. Je comprends, merci beaucoup. Mais en tout cas, ce sont des initiatives que l'association de Région Centre est tout à fait susceptible de soutenir, si je comprends bien, n'est-ce pas?
Ou est-ce que c'est quelque chose qui va se refléter sur le site? Alors nous sommes parce que plus les jardins entreprennent des actions et surtout culturelles au travers de ces jumelages et plus c'est enrichissant pour les jardins de notre région. Mais notre association, hormis là en capacité d'appui, nous ne sommes pas capables de susciter et de créer ces jumelages. Ce sont les jardins qui le décident, qui en ont envie et qui vont s'engager dans ces jumelages. D'accord. Mais voilà, mais vous les soutenez moralement et par la communication, ce qui est toujours très important. Je vous remercie beaucoup, M. Henrion. Alors, dans cette partie de la table ronde, on a peut-être quelques minutes pour échanger, pour réagir sur telle ou telle intervention. Qu'est-ce qui veut faire un petit mot de la fin? Peut-être Marisol de la Tour d'Auvergne pourra nous dire qu'est-ce qui l'inspire aujourd'hui, là, cette rencontre qui va, dans quelques minutes, en fait, aboutir à une rencontre virtuelle entre le jardin de Rivaux et le jardin de Ramogne, qui va rentrer en scène sur la deuxième partie de notre table ronde. Il me semble que c'est vraiment très important de dire que c'est à la fois un aboutissement de notre plusieurs années de travail, mais en même temps aussi une nouvelle étape qui va peut-être se multiplier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que voilà, je vous laisse vous exprimer à ce sujet, s'il vous plaît. Eh bien, je pense deux choses, enfin, notamment. C'est que nous avons eu, au travers des différents intervenants à notre table ronde, une vision très exacte de la bonne structuration de la France, qui est structurée, comme on le sait, niveau national, niveau régional, niveau départemental, et donc du soutien porté par ces associations privées, de même que par les conseils régionaux qui décident d'avoir une politique jardin, que donc il y a toute une politique importante pour soutenir les jardins. Tout cela crée un ferment positif pour les propriétaires ou responsables de jardins qui décident de recréer des jardins autour de leur propriété. Et la France est devenue extraordinairement productrice, créatrice de nouveaux jardins. C'est une explosion réelle, intéressante et souvent très heureuse. L'autre aspect est l'évolution vers des jumelages avec des jardins de l'étranger. Alors aujourd'hui, on commence sous les meilleurs auspices avec le Rivaux et le Palais Ramon de Voronezh. Je pense que l'avenir se prêtera à d'autres développements. Je suis sûre que cet exemple sera forcément intéressant et suivi par d'autres propriétaires. Mais je pense aussi, comme l'a dit Guillaume Henrion, que ce sera des initiatives privées. Donc je souhaite qu'il y en ait beaucoup. Parce que, encore une fois, c'est un rapprochement formidable entre des humains, entre des régions et des pays. C'est un courant d'intérêt et de passion et d'amour qui circule naturellement autour des jardins. Donc c'est extrêmement fédérateur. Donc je souhaite vraiment ce développement des jumelages, notamment pour cette raison. Merci beaucoup Marisol de la Tour d'Auvergne. Merci à tous qui ont pu s'exprimer. On va probablement montrer tout le monde pour qu'on puisse dire au revoir à la première partie de la table ronde. Chers amis, rebonjour à des nouveaux venus. Je suis ravie de continuer notre table ronde. C'est la deuxième partie qui est très émouvante parce que nous allons découvrir le projet de la relation jumelée entre le château Rivaux et l'ensemble de châteaux. S'il vous plaît, projetez tous les participants sur l'écran. Nous avons Karina Lazareva, qui est la présidente de Moscow Flower Show, qui
est très engagé dans nos relations. Nous disons rebonjour à Madame la princesse Marisol de la Tour d'Auvergne, qui est la présidente de la Fondation des Parcs et Jardins de France. Bonjour à Patricia Legnaud, qui est la directrice et la propriétaire du château et des jardins Rivaux. Nous avons déjà entendu l'intervention de François Bonneau. Maintenant, nous passons dans cette région et ce sera Patricia qui nous racontera le fonctionnement du jardin et du château Rivaux, qui nous partagera aussi le projet de jumelage. Rebonjour à Madame Olga Tcherdantseva, qui est la conservatrice en chef du musée des jardins du musée russe, qui est la directrice du festival des jardins empereurs russes. Rebonjour à Margarita Salmina, qui est la directrice du domaine musée à Ramogne. Et maintenant, je veux passer la parole à notre participante qui nous racontera le projet du jumelage. Patricia Legnaud, c'est à vous la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Olga Tcherdantseva, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Marisol il y a quelques années. Bonjour Margarita Salmina. Bonjour Karina Larzava. Bonjour évidemment Marisol. Bonjour Anna. Je tiens particulièrement à remercier Marisol de la Tour d'Auvergne, vice-présidente de la Fondation des Parcs et Jardins de France, sans qui ce jumelage n'aurait pu avoir lieu. Marisol nous a mis en contact avec Anna Filonovna, présidente de l'association Cultural Crossroads. Cette association a à cœur de promouvoir les échanges entre la culture russe et la culture française, tout particulièrement en organisant des résidences d'artistes russes de plein air dans les jardins historiques ou à vocation botanique. À l'occasion de la résidence d'artistes russes de plein air organisée avec brio par Anna Filonovna, nous avons eu l'honneur d'accueillir son Excellence l'ambassadeur Alexei Meshkov et son épouse Galina, ainsi que la charmante et passionnée attachée culturelle Natalia Kantsevich. C'est ainsi qu'a été évoquée par ces personnalités l'idée d'un jumelage entre Voroniev et le château du Rivaux. Enfin, le palais Ramon d'Oldenbourg et le château du Rivaux. D'autant que nous organisons en septembre un festival dédié aux cultures du potager et Voroniev a un festival de fleurs en septembre. Ma gratitude va donc à Marisol, à Anna, sans qui tout ça n'aurait pas pu avoir lieu. Et ma gratitude aussi à Margaret Salmina, qui nous a conviés au Festival d'opéra à Voroniev. Évidemment, cette année, avec la pandémie, pas possible, mais peut-être que nous aurons la chance de pouvoir leur rendre visite. Et nous les invitons, bien sûr, à notre fête de la Rose, qui a lieu le premier week-end de juin. Permettez-moi d'abord de vous situer le château du Rivaux en région Centre-Val de Loire, entre les villes historiques de Chinon et de Richelieu. Le château du Rivaux a été édifié dans les années 1420 par Pierre de Beauvau, proche compagnon du roi Charles VII. Ce monument est un véritable témoin de l'art de vivre du Val-de-Loire au XVe siècle. Forteresse à l'extérieur, avec son donjon, ses douves, son pont-levis encore en fonctionnement, ses archères et son chemin de ronde, le château est aussi un château d'agrément à l'intérieur et perpétue l'image d'un Moyen-Âge aimable. Tout comme le palais d'Audimbourg, le château du Rivaux évoque la silhouette des châteaux des albums de contes et des légendes.
comme aussi les palais Ramon des Princes d'Oldenbourg, le château de Rivaux a eu du temps. Le château a été transformé en remise à grains dès le XVIIe siècle. Le bâti historique des communs a été converti en porcherie, champignonnière, serchoir en jambon ou au mieux hangar à machines agricoles. Donc nous avons beaucoup de points communs, d'autant que Marisol de la Tour d'Auvergne a évoqué la figure glorieuse de Jeanne d'Arc, mais savez-vous que le Rivaux a été célébré par Rabelais, l'humaniste français, dont le meilleur spécialiste est Michael Bakhtin, donc cet historien de la littérature, qui a écrit Rabelais et le langage, et donc c'est encore un des points communs qui nous relie donc à la littérature, le rire, le grotesque de Rabelais. Peut-être que ce qui est intéressant aussi pour vous de savoir, c'est la passion et l'amour conjugué de notre famille, à la fois parents et enfants, pour le patrimoine, l'art du jardin, qui est le dénominateur que l'on retrouve aussi à Vorognev. Il nous a fallu 25 ans de persévérance déterminée pour que le château de Rivaux et son domaine retrouvent le lustre d'antan. Autre point commun avec Vorognev, le jardin. Le domaine avait pour écrin des jardins qui, faute d'amour et d'entretien, avaient disparu. Mon mari, très engagé pour la restauration du bâti, m'avait laissé carte blanche pour sertir le château d'un décor végétal. En 1994, la campagne de fouilles archéologiques menée par Madame Anna Liman, spécialiste archéologue de jardin, avait confirmé qu'un jardin avait bel et bien existé, mais qu'aucun plan ni iconographie ne nous était parvenu. Je décidai donc de créer les ressorts de l'imagerie médiévale, basée sur le roman courtois, la quête chevaleresque, en un imaginaire très proche du folklore russe, tout en ne pastichant pas, mais en travaillant l'imaginaire du merveilleux, qui, selon moi, peut apporter une réponse au désenchantement du monde et ouvrir les portes à la portée universelle que peuvent figurer les monuments de nos deux cultures. Chaque année, aidés des 4 jardiniers du domaine, nous avons défriché puis replanté sur la base d'un cheminement conçu comme un parcours initiatique où la récompense finale, après avoir déambulé dans les 14 jardins, serait la découverte du merveilleux château médiéval. Autour de la féerique silhouette du château, 15 jardins enchanteurs se singularisent par les innombrables variétés de plantes. Au fil des saisons, nous avons les narcisses en avril, les iris et les pivoines en mai, les roses en juin, les vivaces et les graminées en été, en septembre le potager et en octobre les feux des couleurs d'automne et la multitude des couleurs. J'aimerais d'ailleurs en 2021 montrer des végétaux comestibles russes que nous n'avons pas encore dans le potager. Je pense que ce serait l'occasion justement d'échanges et de faire connaître aussi les jardins russes. Les gens en France sont très intéressés par le comestible. Et donc, c'est vraiment à travers tout ce qui se mange, les Français s'intéressent à tout. Ça serait une très jolie porte ouverte vers les jardins de Vorognev. Donc, par exemple, nous avons déjà le tournesol géant de Russie, qui intrigue beaucoup. Il est beaucoup plus grand que le tournesol français. Nous avons la sauge russe, mais je suis sûre qu'il y a plein de variétés spécifiques que nous n'avons pas. Et je pense que c'est une idée facile pour entretenir des relations d'échange et faire comprendre à nos concitoyens comme ces échanges sont importants. Nous serons aussi évidemment, j'espère dans le futur, avec Salmina qui avait proposé, très heureux d'échanger sur les problématiques des parcs, de la réhabilitation ou de la récréation de parcs dans des lieux ou dans des domaines historiques, en tenant compte évidemment
des problématiques de notre temps, la biodiversité, la préservation de l'environnement. Parce qu'avant tout, je dois vous dire que ce jumelage est pour nous un symbole. Un symbole à deux égards. D'abord, il témoigne de notre passion depuis 25 ans pour la préservation de notre patrimoine et la préservation de la biodiversité, avec les interconnexions entre les plantes, la faune et la terre, et la passion commune de nos deux peuples pour la culture et l'identité nationale. Comme Tourguenieff l'indiquait déjà en 1850, les Russes sont souvent comme des Don Quichotte, riveurs en lutte contre les moulins. Ben, les Français aussi. On est souvent des idéalistes, amoureux de vieilles pierres et de civilisation. Toute notre famille est convaincue, notre fille Caroline a beaucoup participé à ce rapprochement, enfin c'est à elle qu'on doit d'ailleurs, depuis toujours, que le patrimoine est autant un héritage du passé qu'un regard tourné vers l'avenir. Et c'est en cela que ce jumelage entre nos deux monuments a un sens précieux à nos yeux. L'autre aspect symbolique de ce que en Russie, comme en France, nous avons à cœur de préserver est l'art du jardin et les savoir-faire liés à la transmission de cet art. Chers amis de Russie, avant de vous inviter à venir nous rendre visite, je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition si vous avez besoin de questions ou de suppléments d'informations. Merci beaucoup. Spasiba. Merci beaucoup, Patricia. Chers amis, maintenant je vais donner la parole à Olga Tcherdantseva, impérieux de Russie. Nous allons lui demander de partager son expérience de partenariat international que le musée russe et le jardin d'été continuent depuis plusieurs années. Alors, je passe la parole à Olga Tcherdantseva. Merci pour cette présentation et je félicite tous les organisateurs du festival Gorodsad Ville-Jardin à l'occasion de cet événement magnifique. Dans le cadre de cette table ronde, je voudrais parler de notre coopération avec l'organisation European Heritage Network Gardens. On peut le traduire comme Association de conservation des jardins et parcs historiques. En 2013, le jardin d'été a été nominé au prix dans le domaine des jardins organisé par cette association et nous avons reçu notre diplôme à Schloss Dick, le château en Allemagne. Nous savons que toutes les 2 années, dans ce domaine, il se passe quelque chose et les candidats doivent se préparer davantage. Alors, en 2015, nous avons rejoint l'association et nous sommes devenus membres de cette association. Cela nous a fait apprendre un nombre de règles et d'exigences qui concernent les parcs et les jardins européens. Par ailleurs, nous avons maintenant la possibilité de communiquer avec nos collègues des parcs et des jardins différents. Nous avons publié les informations sur le jardin d'été sur le site de l'association et là, ces informations sont traduites en 5 langues et sont incluses dans tous les itinéraires touristiques européens. C'est très important pour nous parce que ce genre de popularisation est une partie intégrale de notre travail. De plus, le jardin d'été est le premier jardin européen en Russie et nous pouvons donc vraiment représenter la Russie. Malheureusement, nous sommes les seuls en Russie de faire partie de cette association, mais même cette petite activité que nous réalisons est très importante. Nous avons organisé une exposition de photographie consacrée à des parcs et des jardins qui font partie des parcours touristiques. Le jardin d'été est visité par des millions de touristes parmi des citoyens de Saint-Pétersbourg. Ils ont pu voir les photos de ces jardins européens et ils ont pu lire des informations pour inclure ces jardins dans leur
piste touristique. Nous savons que c'était après le confinement qui s'est éclaté, mais quand même, c'était une belle initiative. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes mis d'accord avec la maison, avec l'association, pour avoir les financements d'organiser les événements. À l'heure actuelle, nous sommes en train de négocier l'année 2022 pour organiser le bal gala qui sera une large exposition en Allemagne. Nous allons communiquer cette exposition dans nos médias sociaux. Nous allons organiser des événements en ligne dans nos territoires pour populariser cet événement en Allemagne. Je crois que de tels formats sont bien possibles. Il est ravissant de noter ce projet entre Rivaux et Ramogne qui sont devenus des jardins jumelés. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les villes qui peuvent être jumelées, mais aussi des parcs et des jardins. Si ce jumelage, cette confrérie continue, on pourra créer une sorte de réseau de jardins et de parcs pour créer des possibilités d'échange, pour organiser des expositions, des événements en ligne, etc., afin de donner la plus large couverture de nos jardins, de nous-mêmes. Chacun de nous connaît des autres jardins, donc c'est à travers cette possibilité numérique que nous pourrons faire propager cette information à des millions de spectateurs qui ne peuvent pas aller directement dans ces jardins. D'après l'expérience du musée russe, nous pouvons constater que les citoyens, les gens veulent et aiment bien regarder les événements en ligne pour découvrir les expositions en ligne. Mais après que le confinement est fini, les gens viennent directement dans les musées en ayant toute cette information qu'ils ont accumulée, qu'ils ont découvert pendant le confinement. Cette langue numérique est très confortable aux spectateurs parce qu'il est peu importe d'où ces spectateurs viennent, de la France, de la Malaisie. C'est intéressant pour eux, en ayant toute cette information, de venir voir les jardins avec leurs propres yeux. Merci beaucoup à ces ressources remarquables que nous pouvons élargir et approfondir avec vous. Nous sommes toujours prêts à partager notre expérience avec nos collègues européens. Notre festival, les jardins des empereurs russes, sont très intéressants. Merci beaucoup à Madame de la Tour d'Auvergne. Nous pouvons noter des événements internationaux. Nous sommes venus à Chaumont-sur-Loire avec nos projets. Nous sommes venus en Grande-Bretagne, à Tallinn. Ce sont des événements inoubliables qui créent un tissu de notre vie. Nous créons ainsi cet édifice du développement des parcs et des jardins historiques et contemporains. Merci beaucoup, Olga. Je crois que votre expérience est vraiment précieuse. C'est vraiment très intéressant de découvrir votre relation à long terme avec la France, avec des autres institutions qui permettent à créer des perspectives de développement. C'est vraiment ravissant. Nous continuerons notre coopération avec vous, avec le musée russe, avec les jardins du musée russe. Merci infiniment. Merci à vous et moi je suis sûre que nous continuerons notre coopération. Le château Rivaux était aujourd'hui, mais vous allez voir, sont vraiment très intéressants. Et maintenant, nous voudrions écouter la présentation de Margarita Salmina qui va nous parler plus en détail du château et du domaine de Ramogne. Je ne peux pas dire que je suis la propriétaire de ce festival, mais de toute façon, je vis dans la ville de Voronezh et
le complexe de palais de la famille Oldenburski et à Voronezh. Donc, je suis très heureuse de vous saluer à cette table ronde. Aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience qui concerne le partenariat public-privé visant à préserver le patrimoine culturel. Et je vais parler plus précisément de ce que nous faisons dans notre palais. À partir de 1878 jusqu'à 1908, le domaine a été la propriété des princes d'Oldenbourg, membres de la famille du tsar. Après la Révolution, ce domaine a été nationalisé et ensuite, il y a eu plusieurs propriétaires de ce domaine. En ce qui concerne la restauration et la préservation de ce site, pendant cette période, jusqu'aux années 1960, il n'a pas eu de travaux de restauration ni de préservation. Je dirais que l'une des raisons pour cela, c'est l'absence d'une approche unique ou intégrale visant à préserver les sites qui font partie de ce site de patrimoine. Les sites qui faisaient partie du domaine de Ramogne ont été réunis en un seul complexe qui a été nommé le complexe de la famille d'Oldenbourg. Ensuite, tous ces sites ont été libérés de la présence des entreprises et des organisations qui travaillaient là-bas et la vraie restauration a commencé en 2010. À l'époque, le palais d'Oldenbourg a été reconnu en tant que site du patrimoine culturel régional. Ensuite, en 2016, un parc naturel a été établi au sein de cet ensemble de palais et son territoire a commencé à être protégé au niveau national. Qu'est-ce que nous avons fait pendant cette période? Nous sommes fiers du fait qu'en 2013, un parc a été fondé. Nous l'appelons le parc supérieur. Et ce qui est symbolique, c'est que Vivier Domé, un paysagiste français qui a été l'auteur de ce projet. Sans aucun doute, ce parc a été travaillé dans la manière française. En ce qui concerne la restauration de notre palais et des territoires adjacents, nous avons commencé ces travaux en 2015 et c'est cette année-là que le premier bâtiment a été restauré. C'était le bâtiment qui était dédié à l'accueil des visiteurs et des invités au palais. Il faut dire que là, nous avons établi une coopération vraiment fructueuse. C'est que cette restauration a été financée par des partenariats privés et par des dons privés. En 2018, nous avons commencé la restauration d'un autre bâtiment qui fait partie de notre complexe et aujourd'hui, en 2020, ce bâtiment est déjà prêt à ouvrir ses portes aux visiteurs. La restauration du palais d'Oldenbourg est vraiment importante parce que c'est vraiment le site principal et cette restauration a commencé en 2017 et ici nous voyons encore un bon exemple du partenariat public-privé. C'est le budget régional qui paie pour la restauration du bâtiment, mais
Nous nous rappelons que cet ensemble de palais est aussi en musée. Alors, ce sont les investissements privés qui paient pour la restauration de l'exposition du musée. Nous avons aussi un conseil de tutelle. Nous sommes en contact permanent avec ce conseil. Nous pouvons vraiment ressentir leur assistance et leur soutien en ce qui concerne le développement du palais, en ce qui concerne le développement de la collection du musée et bien sûr le développement du paysage et des parcs et des jardins sur le territoire du palais. Aujourd'hui, nous faisons face à un défi important, c'est la restauration du parc historique que nous appelons le parc inférieur. Il y a une partie des travaux qui ont déjà été faits. En 2019, la restauration de la grotte, de l'escalier et du cascade a été terminée. C'est la composition architecturale centrale qui a rejoint la fontaine à la place centrale et le parc. En 2019 également, nous avons nettoyé le territoire du parc inférieur. Comme j'ai déjà dit, pendant presque 50 ans, sur le territoire de ce complexe des palais, il y a eu des organisations qui fonctionnaient, il y a eu des maisons résidentielles et nous avons fait face au problème de déchets qu'il fallait éliminer. Finalement, nous l'avons fait. De plus, nous avons abattu certains arbres qui étaient malades et donc nous avons commencé à élaborer le projet du paysage. Nous avons des photos historiques de ce parc, donc nous savons quel était l'aspect extérieur de ce parc avant et nous pouvons nous l'imaginer, mais bien sûr, il nous faut de l'aide de la part de nos collègues pour pouvoir restaurer ce jardin et nous sommes vraiment prêts à entendre et à écouter vos conseils et je suis très heureuse de pouvoir rencontrer vous tous personnellement parce que c'est très important pour nous de restaurer le paysage historique de ce parc. Il nous faut aussi bien choisir des cultures à cultiver dans ce parc. Bien sûr, notre parc inférieur bénéficie d'un paysage vraiment magnifique et nous voudrions aussi y organiser un espace d'exposition. Je voudrais remercier Patricia Léon parce que nous avons réussi à nous mettre d'accord sur notre travail en commun très facilement. Dans le cadre de notre coopération, nous avons déjà identifié des questions sur lesquelles nous pourrions continuer notre coopération et que nous pourrions résoudre. C'est avec impatience que j'attends notre rencontre personnelle. Nous avons déjà réussi à nous mettre d'accord sur cela également et nous espérons que les représentants du château de Rivaux, notamment ses propriétaires, pourront venir nous voir en août prochain. Nous les invitons à notre festival traditionnel d'opéra. Pendant ce festival, sur le territoire de notre ensemble de palais à ciel ouvert, nous organisons l'interprétation des chefs-d'œuvre de la musique mondiale. Nous pouvons aussi regarder des spectacles de ballet et bien sûr, nous serons heureux de voir les propriétaires du château de Rivaux chez nous. Et bien sûr, nous voudrions aussi venir à Rivaux pour regarder le château, pour
voir de nos propres yeux le travail de ces propriétaires. Nous sommes très inspirés de ce qu'ils ont fait et bien sûr, ça serait vraiment magnifique de nous plonger dans l'atmosphère de ce château. Nous avons été invités à venir au Festival des Roses, qui est aussi un festival magnifique. Nous voudrions également remercier tous les organisateurs de cette table ronde, notamment Karina Lazariva, Anna Filimonova et bien sûr aussi notre partenaire Marisol de la Tour d'Auvergne pour cette occasion d'avoir des contacts directs. Et nous espérons vivement que le château de Rivaux sera connu en Russie, notamment grâce à notre coopération en tant que l'une des destinations touristiques où les touristes pourront voir des jardins vraiment magnifiques. Et nous espérons aussi que le palais de la famille d'Oldenbourg va être connu en Europe et va être inscrit sur la carte touristique de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margarita. Je crois que ça va être vraiment intéressant et cette histoire pourra vraiment se transformer en une amitié entre vos sites culturels, mais aussi... Bon, nous espérons que cette table ronde sera productive. Nous avons vu des représentants des structures régionales, des structures publiques. Cela veut dire que notre coopération va se développer dans de différentes dimensions. À l'occasion de cette belle initiative qui prend son début, dont nous parlons aujourd'hui pendant cette table ronde, c'est une très bonne nouvelle. C'est le premier pas qui permettra de développer des initiatives pareilles, pas seulement à Voronezh, mais partout ailleurs. Je remercie Patricia pour son enthousiasme, pour son accord de créer un jumelage entre Rivaux et Ramogne, car ces deux châteaux, ces deux palais sont très riches historiquement et représentent les patrimoines de deux pays. Tout cela ne serait pas possible sans un apport de la princesse Marisol de la Tour d'Auvergne et de la fondation qu'elle préside. Je veux remercier les personnes qui étaient au début de cette initiative. Merci beaucoup à Anna, car je sais qu'au cours de Moscow Flower Show, c'était le plein air qui a été projeté depuis le château. C'est après ce plein air qu'une idée de créer le jumelage est née. Je suis ravie que nos efforts aboutissent à des projets très intéressants, très sérieux et riches historiquement. Il ne s'agit pas des projets légers, passants, pas du tout. Ce sont des initiatives sérieuses qui porteront beaucoup de fruits au futur. Nous créons une nouvelle histoire de coopération entre les jardins et les parcs de nos deux pays. Merci énormément à tout le monde. Je suis sûre qu'un jour, nous participerons à des événements remarquables en France qu'en Russie. Et je suis sûre que ce sera un nouvel élan de possibilités pour tout le monde afin d'élargir. Merci infiniment, Karina. Je sais que vous avez une approche très avant-garde. Je crois que cette initiative est d'autant plus riche pour les relations franco-russes
Comme vous avez bien dit, ce n'est pas un projet léger, c'est quelque chose de sérieux, très enrichissant. Nous pourrons vraiment les transformer en des atouts. Ce programme dont nous parlons pourra être intéressant pour nos spectateurs qui sont tombés amoureux de la nature russe, des paysages russes. Maintenant, nous passons la parole à Marisol d'Auvergne afin de commencer notre programme culturel. Alors, je vais conclure ce programme de jumelage, cette partie du programme de jumelage, en disant combien j'étais impressionnée par toutes les interventions très complémentaires des participants français et des participants russes, apportant des idées différentes autour d'un thème commun passionnant. Et donc, je suis sûre que cela augure très bien de ce jumelage, parce qu'il y a tellement de possibilités de développement entre ces deux monuments, et à partir de ces deux monuments, ces deux jardins, eh bien, c'est un développement aussi pour la région environnant ces jardins. Donc, ça a beaucoup d'impact sur la connaissance historique, bien sûr, sur la connaissance technique, sur le développement touristique, et sur le développement commercial de toutes ces régions. Donc, je souhaite très longue vie et très grand succès à ce jumelage du château de Rivaux et du palais Ramon de Voronezh.